Très cher Goth, bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau concept. Dès aujourd'hui et tout au long du mois de novembre, nous allons décerner les Goths d'or, des trophées qui visent à récompenser le meilleur coureur de chaque catégorie. Il y en aura donc plusieurs, en commençant par les coureurs de course par étapes, passant par les punchers et même le français de l'année. Il y en aura pour tous les goûts. On commence aujourd'hui par les sprinters et pour cette vidéo, je suis accompagné de Yorick Salut à toutes et à tous. et donc de Louison. Bonjour à toutes et à tous. On a posté sur Instagram des sondages qui visent à déterminer de quel coureur on va parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voter pour les prochaines vidéos, c'est vous qui décidez de qui on va parler. On a donc réduit à 6 coureurs pour cette vidéo. Bien sûr, on ne pourra pas parler de tout le monde, donc qui était dans les sondages, Juan Molano ne sera pas dans la vidéo malgré sa très bonne saison. Il en est de même pour Jonathan Milan ou encore Mark Cavendish et autres grands sprinters, Arnaud Démare. Bref, on va pouvoir passer à la vidéo. On commence par le premier candidat du jour qui va vous être présenté par Louison. Louison, de qui veux-tu nous parler? Alors le premier candidat qu'on a nominé, c'est Mats Pedersen, le Danois de la Lidl Trek. Donc il a été auteur d'une saison incroyable. En quelques chiffres, c'est 30 top 5, 19 podiums, dont 7 victoires, dont 4 victoires en World Tour. En début de saison, il a fait une super victoire sur le Giro. Il a fait également ensuite une victoire sur le Tour de France devant Jasper Philipsen. Et il ira gagner en août la Bimercy Classic dans sa finale incroyable. Donc c'est un coureur très complémentaire avec notamment une grosse saison flandrienne qu'il a effectuée. Il avait démontré déjà auparavant ses qualités de sprinter évidemment, où il avait aussi fini champion du monde en 2019. Mais cette année, il a pris une toute autre dimension et c'est pour ça qu'il est nominé aujourd'hui. À rajouter aussi que Mats Pedersen est rentré cette année avec sa victoire sur le Giro dans le cercle des vainqueurs d'étape sur les trois grands tours. Ah oui, bien vu. Ouais. À rajouter aussi qu'aujourd'hui, on regarde que le côté sprint, et donc même s'il a fait une très bonne saison de classique, c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, c'est vraiment le côté pur sprint, arrivé sprint massif. Yorick, est-ce que tu as un deuxième candidat à nous présenter? Eh bien, bien oui, moi je vais présenter Fabio Jakobsen. Alors c'est celui qu'on pouvait considérer l'an passé comme le meilleur sprinter du monde. Donc il a remis entre guillemets son titre officieux en jeu cette année. Donc voilà, pour faire un peu le tour de ses stats, cette année, c'est 8 victoires, dont une en World Tour, 132e au classement UCI. Et bon, ça a été un Fabio Jakobsen que j'ai personnellement trouvé un petit peu emprunté hein, cette année, enfin moins tranchant que l'an passé. Mais il aura battu notamment Philipsen juste avant le Tour de France, dans lequel malheureusement il a chuté dès la deuxième arrivée au sprint sur le circuit de Nogaro. Il l'aura battu notamment au Tour de Belgique. Et il aura pu battre également un Mats Pedersen ou un Søren Walskjold au Tour du Danemark cette année. Donc la question du jour, c'est est-ce qu'il va conserver son titre? Exactement, c'est ça. Est-ce que ce sera lui le meilleur sprinter du monde en cette année 2023? Telle est la question. J'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous pensez que si s'il ne chute pas sur le Tour de France, est-ce que vous pensez qu'il pouvait battre Philipsen potentiellement? C'est difficile à dire, mais je pense que oui, forcément, on parle quand même d'un Fabio Jakobsen. C'est pas n'importe qui, donc forcément, c'était vraiment la bataille. En plus, qu'on avait vu leur duel au Tour de Belgique, on avait vraiment hâte de voir ce que ça allait donner sur le Tour. Donc je pense qu'il y avait vraiment la place pour lui d'aller gagner une étape, sachant que la seule étape qu'il dispute, il finit quatrième, sachant qu'elle était quand même très sinueuse. Pour moi, il aurait pu aller chercher, pourquoi pas, une victoire d'étape comme l'a fait Mats Pedersen, mais il aurait jamais été au même niveau que Jasper Philipsen à l'image de toute la saison qu'il a effectuée. Ok. Donc malgré sa malchance, tu ne le vois pas au même niveau.
Ok. Donc moi je vais enchaîner sur le troisième candidat. Il est australien, il court chez Alpecin. Il s'appelle Caden Groves. Caden Groves, en quelques chiffres, c'est 7 victoires. Et sur ces 7 victoires, c'est assez fort parce qu'il y en a 6 en World Tour. Alors bien sûr, on me dira, c'est pas forcément les courses qui étaient les plus disputées au niveau des sprints, parce qu'il y a 2 victoires en Catalogne et 3 sur la Vuelta. Il y en a quand même une jolie sur le Giro, Giro qu'il a dû abandonner pour cause de Covid, il me semble. Donc qui est-ce qui bat en cette saison? Bah, en Catalogne, il a battu Brian Cocard, donc c'est pas forcément le plus grand adversaire. Sur la Vuelta, il y avait que Sébastien Molano, donc on l'a mis en mention honorable, il n'a pas fait le cut sur ces 6 candidats. Et sur le Giro, par contre, c'est là qu'il a battu un des candidats du jour, c'est-à-dire Mats Pedersen. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais sur le Giro, je pense qu'il aurait pu aller chercher une deuxième victoire, moi, s'il avait pas dû abandonner. Ouais, je suis d'accord. Sur le Giro, il n'y avait pas un sprinter qui sortait du lot. On a vu Jonathan Milan, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Il gagne sa victoire, mais il est souvent placé. C'est pareil pour Pedersen. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen pour lui d'aller chercher une autre victoire, puisque c'est pas comme sur le Tour de France, où du coup, comme sur sa Vuelta, où il y avait vraiment un sprinter au-dessus du lot, quoi. C'était vraiment assez homogène comme niveau, je trouve. Ouais, exactement, moi je rejoins tout à fait vos deux avis. Et du coup, un chiffre qui peut-être le dessert un petit peu, c'est qu'il y a seulement 13 top 3, seulement 18 top 10. Donc par rapport à d'autres coureurs, c'est pas forcément énorme, mais donc sur 13 top 3, il est quand même 7 fois vainqueur. Donc c'est assez impressionnant. La saison dernière, il n'avait que 3 victoires, donc c'est vraiment un coureur qui est en pleine progression. En plus, il arrivait dans une nouvelle équipe, donc on peut quand même lui mettre des circonstances atténuantes. Et il est fortement lié à notre candidat suivant, candidat numéro 4, puisqu'il l'a remplacé chez Alpecin. Je parle donc de Tim Merlier, qui a été remplacé par Caden Groves. Tim Merlier, dans sa nouvelle équipe, lui aussi avait des preuves à faire, puisqu'il sortait d'une très bonne saison chez Alpecin, où il avait gagné notamment sur le Tour de France et sur le Giro, suivi d'une saison plus ou moins désastreuse, où il avait très peu gagné. Et il est arrivé chez Quick-Step pour faire 11 victoires cette saison, dont 5 en World Tour. Euh, Là aussi, c'est pas forcément les plus marquantes de la saison. Il a gagné 2 fois sur l'UAE Tour, une fois sur Paris-Nice et 2 fois sur le Tour de Pologne. Alors, qui est-ce qui bat dans ces sprints? Il bat Olaf Koy, qui était aligné sur ces 3 courses, donc il a battu Olaf Koy quasiment à chaque fois. Par contre, pour ce qui est du reste, c'est beaucoup de personnes qui ont vécu une saison décevante, que ce soit Caleb Ewan, Groenewegen, Sam Bennett, beaucoup de noms comme ceci. 11 victoires, ça reste quand même un joli total. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce qui vous a impressionné cette saison? Ouais, enfin, franchement, sur le tour, c'est vraiment impressionnant la domination qu'il a eue et même globalement, il était là sur la première étape où ça a borduré très fort, où d'autres sprinters sont fait piéger et où il y en avait aussi qui étaient là. Je pense d'ailleurs notamment c'est avec Caleb Ewan où ça s'est vraiment joué à des millimètres quoi sur cette première étape. Pareil sur le Tour de Pologne, tu l'as dit, bah, Olaf Koët dessus également, sur Paris-Nice aussi. Enfin, c'est une saison très complète, même s'il manque malheureusement pour lui cette participation à un des 3 grands tours cette année où je pense qu'il aurait quand même pu aller chercher une victoire d'étape sur l'un des trois. Ouais, et puis c'était assez étonnant quand même de le voir sur aucun grand tour. Enfin, quelqu'un de son niveau qui réalise en plus une bonne saison, c'était pas une punition puisqu'il réalise une bonne saison, c'est plutôt la force des Ouais. choses. Il me semble qu'il était censé être aligné sur la Vuelta et que c'était un peu un changement de dernière minute. Oui, avec Euh, Remco, du coup, l'équipe tourne autour de Remco, ouais.
Donc voilà, et sur la Vuelta, clairement, je pense qu'il aurait pu rafler plusieurs victoires sans forcer. Euh, à voir si c'est une décision que la Quick Step regrette. Ça, euh, on n'est pas dans leur tête. Il va Euh, regretter quand même. Vu la Volta de Remco, il le regrette pas, t'inquiète. c'est clair. Yorick, tu veux enchaîner sur candidat suivant? Eh bien, on va enchaîner puisque tu parlais justement d'un coureur qui n'a pas on parlait justement d'un coureur qui n'a pas disputé de grand tour cette année. Bah, le candidat suivant, à savoir Olaf Koy, pareil, lui, il n'a pas disputé de grand tour cette année. Donc pour Olaf Koy, sa saison en chiffres, c'est 13 victoires cette année, dont 5 en World Tour, 30e au classement SCI. Et pour donner un ordre d'idée, l'année précédente, il tourne à peu près au même nombre de victoires, il en a 12, mais il en a qu'une seule en World Tour. Donc il y a quand même eu une sacrée progression chez lui, je trouve. Donc alors voilà, il s'est quand même frotté plusieurs fois à ce qui se faisait de mieux au terme de sprinter, quoi, que ce soit sur le UAE Tour ou Paris-Nice. Il y avait un gratin phénoménal de sprinters, avec de la réussite ou un peu moins de réussite, mais quand même souvent très très bien placé, Olaf Koy. Je pense également en fin de saison à son magnifique championnat d'Europe qui conclut à la troisième place derrière du coup notre ami Christophe Laporte et son autre coéquipier Wout van Aert. Ou encore autour de Guangxi où il me semble que tu avais aussi notamment un petit Sébastien Molano. Donc très belle saison pour sa part et selon moi il est largement mérité d'être dans la discussion pour être le meilleur sprinter du monde 2023. Euh, Louison, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Olaf Koy? Moi, je trouve que ouais, il a réalisé une super saison, comme tu l'as dit, c'est notamment son nombre de victoires en World Tour qui m'a impressionné. Après, il y a ce manque du coup de participation à un grand tour. J'espère qu'il aura l'occasion d'en faire un l'année prochaine. Mais très belle saison en tout cas de Olaf Koy. Bah Faut dire d'ailleurs, aussi que de base, à cause du coup justement de sa non-participation au Grand Tour, de base on s'attendait à le voir quitter la Jumbo, mais finalement il a prolongé chez eux, je crois, jusqu'en 2025 ou 2026. ouais, Donc 2025. voilà. Donc j'espère en tout cas pour lui que c'est pas une prolongation avec des regrets, on va dire. Et est-ce que vous y croyez du coup? Parce que moi je pense que il a prolongé, il a peut-être eu quand même quelques garanties, non? On Oui, peut y moi croire. j'y crois. Moi j'y crois, sachant que apparemment il y aurait une rumeur comme quoi Wout van Aert irait sur le Giro pour potentiellement viser un classement général. Ça veut dire que voilà sur un Tour de France, il aurait de la place pour remplacer, on va dire, un Wout van Aert. Alors pas faire exactement le même travail forcément, mais en tout cas pour pouvoir aller espérer chercher des victoires d'étape, notamment sur le Tour de France. Après, quand on voit ce que fait Laporte en montagne, on peut se dire que Olaf Koy, Olaf Koy peut tenir l'échappée en respect un moment. Euh, ouais, on met peut-être même l'espérer sur une Vuelta ou autre. Oui, Pour- voilà, mais en tout cas, je pense qu'il a dû avoir l'assurance de disputer un grand tour cette année. Enfin, l'année prochaine, du coup, pardon. Et pour finir sur Olaf Koy, c'est quand même 27 top 3 cette saison. Donc Ouais, c'est monstrueux, hein. ça fait quand même beaucoup de podiums d'étapes. Il nous reste un candidat, peut-être le candidat, que Louison va vous présenter pour terminer la présentation des candidats, justement. Forcément, vous l'attendiez tous, comment ne pas citer Jasper Philipsen qui a réalisé une saison extraordinaire. Donc en quelques chiffres, c'est 19 victoires, donc c'est lui qui détient le record de victoires cette saison. 8 victoires en World Tour, dont ses 4 victoires sur le Tour de France, plus le maillot Avec le vert, maillot vert. Ouais. le maillot vert ouais, qu'il ira accroché aux Champs-Élysées. On peut citer également ses 2 victoires sur Tirreno Adriatico en début de saison, ou encore ses plusieurs victoires sur les classiques de classe 1. À côté de ça, c'est un coureur très complémentaire qui a lui aussi fait une belle saison sur les Flandriennes, notamment deuxième de Paris-Roubaix, et une victoire sur la classique Bruges de Panne, même si, comme JB l'a précisé, c'est pas ça qu'on va évaluer aujourd'hui, mais c'est important de le souligner. Donc aujourd'hui, je pense que Jasper Philipsen confirme qu'il est l'un des meilleurs sprinteurs du peloton actuel, si ce n'est le meilleur. Et ce qu'on peut rajouter aussi par rapport à Jasper Philipsen, c'est qu'au-delà d'être un pur sprinter sur des étapes vraiment plates, même lui, quand c'est un peu difficile, ça lui fait pas peur, hein. Enfin, lui, il en a rien à cirer, peu importe le terrain, que ce soit difficile ou tout plat.
C'est la même chose pour lui, il est capable d'aller gagner sur tous les terrains, c'est quand même vraiment, vraiment impressionnant. Ouais, et puis quelques statistiques pour montrer sa progression. 19 victoires, comme tu l'as dit, c'est 10 victoires de plus que l'an dernier, alors qu'il avait stagné à 9 victoires en 2021 et en 2022. Bah, il y a une progression énorme cette année. Ça fait, je viens de calculer, il a gagné 30% des des jours de course sur lesquels il était aligné. C'est assez fou. Et il est dans le top 3 40% du temps. Bon, en sachant qu'il y a des étapes ou des jours de course où c'était pas du tout pour lui, il y a des jours de course où c'était de la montagne, pouvait pas lutter, mais c'est quand même des stats de mutant, comme on dit dans le milieu. Euh, je sais pas comment résumer cette saison. Si vous aviez un mot à mettre dessus, il y a quelque chose qui vous vient là comme ça? Phénoménal. Phénoménal, ouais. Phénoménal. Ouais, On se rappelle dans le documentaire Netflix, son surnom c'était Jasper Disaster, bah là c'est tout sauf un désastre, hein. Franchement, C'est beau, c'est impressionnant, beau. impressionnant. Donc maintenant qu'on a présenté tous les candidats, est-ce qu'on passerait pas au reveal de nos podiums respectifs? Allez, Je vous rappelle le fonctionnement. Chacun de nous va donner un podium. On accordera 5 points au premier, 3 au deuxième et 1 au troisième de nos podiums. Et le public, vous, les GOAT, qui regardez cette vidéo, vous avez pu voter sur Instagram. Chaque jour, il y avait des petits duels, en commençant au quart de finale jusqu'à la finale. Les deux coureurs qui sont arrivés en finale reçoivent des points, 5 pour le vainqueur et 3 pour le finaliste. On additionne tout ça et ça nous donne le GOAT Sprinter d'or de cette année et un petit classement avec les mentions honorables du coup, le deuxième, le troisième euh, et puis voilà. Euh, on commence par qui? Qui est-ce qui veut révéler son troisième en premier avec ses petits arguments? allez, vas-y, Yorick. allez, bon, je vais me lancer. Donc voilà, moi la troisième place de mon podium des sprinters de cette saison 2023, j'ai du coup Olaf Koy. Donc voilà, j'en avais déjà parlé dans la présentation, mais je trouve que au vu de sa progression, notamment sur les classiques World Tour, et du niveau quand même qu'il nous a affiché, c'est-à-dire que voilà, enfin, face à des cadors, ça joue avec, quoi. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant pour quelqu'un d'aussi jeune. Il a à peine 22 ans, Olaf Koy. Donc voilà, c'est très 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 prometteur et j'ai très très hâte de le voir faire ses débuts sur un grand tour. On a là, je pense, avec Arnaud Delis, l'une des deux futures grosses pépites du sprint mondial. Ouais, moi j'ai rien à redire. Personnellement, il n'est pas sur mon podium, mais il a tout pour devenir le meilleur, ou en tout cas un des meilleurs sur les années à venir. Lui, il continue de progresser, donc si la Jumbo ne freine pas sa progression, il n'y a pas de raison euh, qu'il n'y arrive pas, quoi. Louison, je te laisse enchaîner sur toi, ton troisième. En troisième position, j'ai mis Mats Pedersen. À cause du coup, enfin, ou grâce plutôt à sa victoire sur le Giro et sur le Tour, il arrive à faire le doublé. Et comme l'a dit Yorick, il entre du coup dans le cercle fermé de ceux qui ont remporté 3 victoires du coup sur les 3 grands tours. À rajouter aussi que bon, sur le Tour de France, même si sa victoire, c'est pas sur un sprint massif, puisque c'était à Limoges, c'était accidenté, c'est quand même le seul avec Jordi Meus qui réussit à la loyale à battre Jasper Philipsen, quoi. Donc c'est quand même aussi à souligner. Et puis en plus, comme tu l'as dit, il est vraiment tout le temps placé, Mats Pedersen, peu importe le parcours, que ce soit accidenté au début, au milieu ou proche de l'arrivée, il sera toujours là, il va passer les bosses et il Mm. sera enfin, dans le podium à chaque fois, quoi. C'est assez impressionnant. C'est Il un a... exemple de régularité, hein. C'est franchement, je pense que en termes de sprinter cette année, je pense que quand même tu fais difficilement plus régulier que lui sur tous les terrains, quoi. Et je pense que Ouais, même c'est... sur les contre-la-montre, hein, même si c'est pas ce qu'on évalue aujourd'hui, il a quand même fait des podiums sur des contre-la-montre également. Même une victoire Ouais. sur le Tour du Danemark. Ouais, et puis je pense que du coup, c'est ce que tu as voulu récompenser plus que ses victoires, c'est sa capacité à tout le temps être dans le, enfin, tout le Dans temps le être bon coup, quoi. placé, quoi. Voilà.
Ouais, c'est ça, sa polyvalence et puis sa régularité. Et moi, je suis vraiment à l'opposé de ça sur ma troisième place. Donc, ce qui est beau, c'est on n'a pas le même troisième, personne n'a le même troisième. Moi, je trouve que cette année, il y a un clair numéro un. Je pense on est tous d'accord et on le verra à la fin de la vidéo. Mais il n'y a pas de clair numéro 2 et de numéro 3 et c'est beau, c'est pour ça qu'il y a du débat dans cette vidéo. Moi, je suis parti sur quelqu'un qui, bien que sa saison soit décevante, bah, il a battu Jasper Philipsen, Autour de comment dire, Belgique. au Tour de Belgique, à la Loyale et en préparation du Tour de France. Donc, c'était vraiment les deux étaient à fond, quoi. Malheureusement, il a été très malchanceux cette saison, comme on l'a déjà dit. Enfin, c'est pas la première fois qu'il est malchanceux, dira-t-on. Je parle bien sûr de Fabio Jakobsen, qui, comme tu l'as dit, a remis son titre de meilleur sprinter en jeu. Clairement, ne l'a pas conservé. Euh, mais, euh, mais au niveau de la pointe de vitesse, il est capable de battre n'importe qui. Et moi, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Quand je regarde si je devais signer un sprinter aujourd'hui en fin de saison 2023 et que j'avais pas le droit de signer Philipsen, bah, instinctivement tout de suite je pense à Jakobsen malgré sa mauvaise saison. Enfin, sa mauvaise saison, tout est relatif parce que il a quand même gagné et voilà. Mais ouais, directement je pense à lui et vous, je sais pas si vous deviez signer quelqu'un comme ça et que vous pouviez pas signer Philipsen, du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez ou il y a vraiment quelqu'un d'autre qui vous saute aux yeux, quoi? Et alors, moi, enfin, t'es obligé, dans la perspective où tu peux pas signer Philipsen, t'es obligé de penser directement à Jakobsen. Alors oui, tu l'as bien dit, hein, sa saison, alors décevante, non, elle est, on va dire, en deçà de ce qu'on pouvait attendre de lui. Mais effectivement, quand t'es malchanceux, que lui, il chute lourdement dès l'arrivée à Nogaro, quoi. Donc, c'est compliqué de faire quelque chose derrière sur son principal objectif. Et puis bon, voilà, tu l'as bien dit, il a quand même réussi à battre Jasper Philipsen au Tour du Danemark, donc c'est pas rien non plus, c'est voilà, comme on pouvait s'attendre à un duel entre les deux. Donc je pense que c'est tout à fait légitime, voilà, que Jakobsen soit au troisième. Il me On semble peut pas oublier non que plus d'où il vient. D'où il vient, voilà. ouais, il me semble que sa victoire c'était au Tour de Belgique, par contre, excuse-moi de te corriger. Ah oui, oui, Tour de Belgique. Enfin, Tour de Danemark, il gagne aussi contre Pedersen Contre Pedersen, ouais. et Waratskell normalement. Je- moi, je vais juste rajouter une dernière chose, c'est que il quitte la Soudal Quick-Step. On n'en a pas parlé du tout, Pour la DSM, ouais. mais il va à la team DSM. Donc, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va lui permettre de mieux performer ou justement est-ce que c'est un risque qu'il prend? Comment vous voyez cette décision? Je pense, c'est compliqué à juger puisque bon, voilà, pour un sprinter, on l'a déjà vu notamment un Gaviria ou un Elia Viviani quand tu quittes la structure Quick Step, c'est toujours compliqué. Après, voilà, on va pas oublier non plus que DSM, c'est la structure où il y a eu Marcel Kittel et John Degenkolb de la grande époque, quoi. Enfin, en termes de savoir-faire de sprint, c'est quand même quelque chose, une structure qui travaille très bien là-dessus. On a pu voir l'explosion aussi de Westford ou de Marius Meyerhofer cette année. Et même sans oublier forcément Dainese. Donc voilà, je pense non plus que c'est pas un choix si incompréhensible que ça et qu'il y a quand même une certaine logique derrière. Après, ça commence à être un peu loin, Kittel et autres, mais Oui, mais c'est un je vois exemple, ce que tu veux dire. ouais. Et toi, Louison, bien qu'il ne signe pas à Arkea, est-ce que tu penses que c'est une bonne décision d'aller chez DSM ou c'est un risque à tes yeux? Ouais, non, pour moi, c'est une bonne décision. Et puis même, je pense que c'est le bon moment pour changer d'équipe et puis pour essayer de rebondir en 2024, du coup, après cette année où il n'a pas forcément réussi à gagner ses principaux objectifs. Ok, très bien. Bah, moi, je vous propose d'enchaîner sur la deuxième place du classement. Je vais commencer parce que je suis resté dans l'écurie Quick Step pour cette deuxième place, puisque j'y ai mis Tim Merlier. Donc Tim Merlier, comme je l'ai déjà présenté, je vais pas trop me répéter. Je trouve que ces victoires, bah, elles parlent pour lui. Il y en a 5 dans le tour, donc c'est quand même un joli total. Et par rapport aux candidats
enfin, qu'il affronte aujourd'hui, entre guillemets, bah, il a battu à peu près tout le monde. Notamment Coy, il l'a battu à chaque fois qu'il l'a rencontré. Il a battu Groves, il a battu Pedersen. Donc je pense qu'il est logique de le mettre en tout cas dans le top 3. Euh, Même s'il n'a pas gagné sur un grand tour puisqu'il n'en a pas couru. Je trouve que c'est un peu dur comment dire, de le pénaliser pour ça parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur ces courses-là. Et puis voilà quoi. Donc Tim Merlier, deuxième chez moi. Moi, je suis d'accord avec toi. Pareil, moi, il est deuxième dans mon classement. Je rajouterais aussi que par rapport à sa saison 2022, où il a gagné que 5 fois avec deux courses World Tour, et on sent quand même une sacrée progression chez Quick-Step. Et on va pas se mentir, s'il y a un départ de Jacobsen, c'est aussi parce que tu avais un Tim Merlier qui a fait une super saison cette année, quoi. Donc c'est aussi un lien avec ça. Et voilà, tu l'as dit, il a performé enfin, sur l'UAE Tour, le championnat du monde des sprinters. Tu as tous les grands sprinters qui sont là-bas chaque année. Donc il a gagné 2 fois un sprint massif là-bas, donc c'est quand même impressionnant. Paris-Nice, pareil, il y avait une grosse concurrence. Enfin, je trouve ça quand même difficile de pas le mettre sur le podium, tant il me semble impressionnant cette année, en tout cas du côté de la Soudal Quick Step. Après, tu dis une grosse progression. Malgré tout, c'est une progression par rapport à la saison précédente, mais en Oui, 2021, voilà, voilà. il avait réalisé une super saison avec Oui, oui, deux clairement. victoires sur des grands tours. Donc, enfin, Oui, oui, j'utiliserai oui, pas mais le mot progression, j'utiliserai plutôt le. on va dire c'est vraiment par rapport à la saison dernière. On va dire si tu préfères, on peut dire qu'il a su très bien rebondir. Ouais, voilà, un joli rebond, ouais, voilà, c'est le mot. Voilà. Et du coup, Louison, tu es parti dans une direction différente avec ta deuxième place? Ouais, exactement, mais je suis resté un petit peu du coup sur les mêmes arguments que toi. Je suis parti sur Olive Coach et je trouve que c'est légitime de le mettre là malgré qu'il n'a pas participé à un grand tour. Comme l'a très bien présenté Yorick, il a fait une très belle saison. Il a pris une toute nouvelle dimension cette année. Et je sais pas si on l'a précisé, mais faut savoir aussi du coup qu'il a battu quand même pratiquement tous les plus grands sprinters du monde. Donc Merlier, Jacobsen, Pedersen ou encore Sam Bennett ou Gaviria. Je crois qu'il y a que Philipsen qui n'a pas réussi à battre. Finalement, ce qu'on voit dans ce qu'on dit, c'est quand même qu'il y a vraiment un pool de sprinters qui arrivent à se battre entre eux. Parce que Merlier, il a Ouais. battu plusieurs fois Coy, mais Coy l'a aussi battu. Groves, pareil. Enfin, c'est très Très réparti les homogène. victoires, sauf une personne. Je pense que c'est du coup, là, on l'a tous mis en première position. C'est Jasper Philipsen. Jasper Philipsen qui, quand il s'aligne sur une course, c'est vraiment l'homme à abattre aujourd'hui dans le sprint. Je sais pas s'il y a une autre façon de le dire, mais, euh, mais quand on voit ces Non, bah, chiffres, c'est très très dur de ne pas lui donner le titre de meilleur sprinter cette année. L'année dernière, il y avait vraiment débat. Ça avait plutôt été la balance avait plutôt penché pour Jakobsen. Il était en embuscade et cette année, il a vraiment réussi sa saison et on va dire qu'il s'est accaparé le titre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? pas d'un point de vue sprinter pur, mais bon, moi, Philipsen, la manière dont il a progressé dans tous les domaines, que ce soit le sprint ou même quand c'est plus vallonné, mais ça me rappelle un peu le Sagan de la grande époque, là, 2012-2013. C'est plus rapide en sprint pur, il passe super bien les bosses. Enfin, c'est horrible quand t'es son adversaire parce que tu sais que c'est ultra compliqué en fait de lâcher à moins d'une chute ou d'un problème mécanique. C'est c'est vraiment très compliqué de pas l'avoir en tout cas à côté de soi bien placé pour pouvoir te disputer la victoire d'étape quoi. Franchement, la saison est tellement incroyable. Rien que ces 4 victoires sur le Tour de France, ça suffirait presque à le mettre en première position, tellement sa saison elle est incroyable. Et puis en plus, t'as dit c'est très dur de le lâcher, de pas l'avoir dans ta roue quand tu veux lancer ton sprint ou autre. Mais le pire dans tout ça, c'est que même quand il est mal placé, même quand il ne, on va dire peut-être qu'il avait un petit manque d'attention, il est en 10e position ou autre, et ben il a quand même quelqu'un dans son équipe qui s'appelle Mathieu Van Der Poel et qui n'hésite pas à se mettre à son service pour le replacer
et qui est quand même capable de l'amener dans des conditions quasi parfaites. Enfin, quand on voit sur le Tour de France, il y a une ou deux étapes où Van Der Poel le replace très très tardivement Ouais. et on se dit tous où est Philipsen, où est Philipsen, et on voit arriver Van Der Poel en boulet de canon pour lâcher Philipsen dans les meilleures conditions. Donc forcément, quand tu es sûrement le sprinter avec la meilleure pointe de vitesse, ça discute avec Jacobsen, mais que tu es en tout cas top 2, que tu es amené dans des conditions top, que tu es dans la meilleure structure, on va dire, depuis 2 3 ans, je pense que le débat est pas trop existant. Ouais, quand tu as toutes ces conditions qui sont pour toi, bah, c'est super dur de le concurrencer, quoi, en fait. Ouais, clairement. Et puis même, on va dire, bon voilà, généralement c'est quand même le sprinter qui a le meilleur poisson pilote, qui est aussi le meilleur sprinter du monde, hein. Enfin, pour citer un exemple qui va te faire très plaisir, JB, mais Cavendish 2021, il a le meilleur sprinter du monde. Résultat, il claque 3 ou 4 victoires sur le Tour de France, quoi. Donc, Ouais, il a le meilleur poisson c'est pilote, ouais, souvent c'est lié vrai. quand même. C'est souvent lié, quoi. Dès que le meilleur poisson pilote du monde, bah automatiquement le sprinter qui est dans sa roue fait partie aussi des 3 meilleurs sprinters du monde, si ce n'est le meilleur. C'est clair, ça facilite grandement les choses. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Peut-être un petit mot sur les Français en rapide, parce qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier pour cette vidéo. On a un Arnaud Démare qui fait une saison, on va dire, en dents de scie. Par contre, on a un Brian Cocard qui a gagné pour la première fois de sa carrière en World Tour. Donc on peut peut-être finir rapidement là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa saison et est-ce que vous pensez qu'il peut encore faire mieux la saison prochaine? Bah ouais, Brian Cocard, il a fait une belle saison, comme tu le dis, avec sa première victoire en World Tour. Après, ce sera jamais un pur sprinter, je pense, capable d'aller rivaliser avec bah, tous ceux qu'on a cités précédemment. Mais ouais, peut-être qu'il peut encore aller chercher mieux l'an prochain, peut-être une victoire sur un grand tour. Ouais, grand tour, je sais pas, ça dépend de la concurrence. Mais après, pour parler plutôt de Demar, bon, Louison est content, il a signé chez Arkea. Demar fait quand même une belle fin de saison. Je crois ouais, voilà, il est fini quoi la saison avec 4 bouquets. Mais Demar, peut-être on peut même le mettre dans le rang des déceptions, tant le début de saison jusqu'à son transfert cet été a été très compliqué du côté de Groupama. Enfin, son UAE Tour est vraiment très très compliqué. Il est pas sélectionné sur le Tour de France, etc. Enfin, vraiment une année, on va dire, à oublier pour Arnaud Démare, mais on espère que voilà, comme ça a pris sur la fin de saison avec Arkea, que l'an prochain, il reviendra et nous fera allez, on va dire comme sur le Giro, dans ses très belles heures. Ouais, malheureusement, il y avait une vraie rupture entre lui et son équipe, mais faut espérer que maintenant, dans une structure qui est plus, comment dire, on va dire orientée autour de lui, qu'il retrouve son meilleur niveau et qu'il nous fasse une grosse saison pour qu'on puisse bah, l'intégrer dans nos 6 candidats la saison prochaine. Parce que l'objectif, Et c'est, que Hippo puisse participer à la vidéo l'an prochain et dire Arnaud Démare est le meilleur sprinter du monde. voilà, qu'on ait du français. On veut du français dans les Côtes d'Or. C'est quand même l'objectif final de tout ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, bah, comme vous l'avez vu, on a tous les trois mis Jasper Philipsen en haut de notre podium. Il a aussi remporté le vote du public sur Instagram. Et donc, cette année, en 2023, Jasper Philipsen remporte le Gold d'Or du meilleur sprinter. C'est donc la fin de cette vidéo. On se retrouve sur Instagram pour le vote des prochaines catégories. On vous rappelle que ça vous permet de déterminer de quel coureur on va parler et aussi donc de leur attribuer des points. Donc allez-y en masse. Vous avez aussi le lien du Discord et du TikTok dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série des Gottes d'Or. Salut les Gottes. Salut! Salut à tous.